Bonjour à tous et bienvenue dans cette session intitulée Améliorer la mobilité sociale. Le contrat social repose sur un idéal de mobilité ascendante pour soi-même et pour ses enfants. Les Gilets jaunes ont montré l'écart entre une vision moyenne et nationale et la difficulté de certaines situations locales. D'après une étude de l'OCDE que j'ai regardée il y a quelques jours, il faut 6 générations pour que les enfants nés dans une famille au bas de l'échelle sociale atteignent le revenu moyen. 6 générations. À l'inverse, celles qui se trouvent au sommet y restent. C'est donc inquiétant. La crise du coronavirus aggrave encore ces inégalités. Alors l'ascenseur social est-il en panne en France? Comment lutter contre ces rigidités et quelles sont les pistes de solutions? Alors on va en parler avec Hervé Lebras, qui est démographe et historien, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous aviez cartographié, on s'en souvient, Hervé Lebras, l'action des Gilets jaunes, montré qu'il existe d'ailleurs différentes France, que l'action des Gilets jaunes est intense dans les territoires ruraux délaissés, mais aussi dans le périurbain. Et vous nous direz bien sûr ce qui explique ces blocages profonds de la mobilité sociale en France. Bienvenue en tout cas. Bernard Guégnier, CEO de PwC, également président de deux associations, MoveUp et Télémac, les associations spécialisées dans la réinsertion et la relance de l'ascenseur social dans les quartiers difficiles. Vous nous direz, Bernard Guégnier, ce qui grippe la mobilité sociale dans les quartiers, s'il faut contraindre ou pas. Par Skype, avec nous, vous êtes l'homme politique de ce panel, Fabien Roussel, secrétaire national du PCF, également député du Nord. Vous nous ferez bien sûr vos propositions pour sortir de l'immobilisme social en France. Éric Lombard, directeur général de la Caisse des dépôts, vous nous direz ce qu'on peut faire dans les territoires et les villes pour favoriser la reprise économique et la mobilité sociale. Saïd Amouche, vous êtes entrepreneur social, président du cabinet Mosaïque RH. C'est un cabinet de recrutement spécialisé dans la promotion de la diversité et vous luttez contre les discriminations à l'encontre des jeunes diplômés dans les quartiers populaires et vous nous expliquerez pourquoi un quart des diplômés ne sont encore pas reçus en entretien quand ils n'ont pas le bon nom et la bonne adresse, mais qu'ils ont en revanche les diplômes. Akiko Suwa-Eisenman, chercheuse à la Paris School of Economics, également membre du Cercle des économistes, Akiko, bonjour, qui a préparé ce panel avec moi et qui va en introduire la problématique, améliorer donc la mobilité sociale. Akiko, c'est à vous. Merci. Améliorer la mobilité sociale, certes, mais laquelle? La mobilité, par opposition à l'inégalité, est un concept dynamique. L'inégalité, c'est une photo instantanée de la société à un moment donné. Tandis que la mobilité sociale, c'est un film que l'on suit avec des protagonistes de père en fils. Et la question d'aujourd'hui, c'est dans quelle mesure la situation scolaire ou professionnelle des enfants est déterminée par l'origine sociale des parents. Pour y voir clair, on distingue souvent mobilité absolue et mobilité relative. Premièrement, la mobilité absolue, c'est la manière dont le niveau de vie évolue entre générations, en lien avec la croissance. Ce sont les bateaux sur la mer qui suivent le mouvement de la houle, tous ensemble, vers le haut ou vers le bas. En France, la mobilité absolue marche plutôt bien, avec un système social qui a atténué les pertes pendant les récessions, ce qu'il a fait pendant les premiers mois du Covid, et on espère qu'il va pouvoir le faire et encaisser, limiter la casse qui va arriver cette fin d'année et l'année prochaine. Deuxièmement, la mobilité peut être relative. C'est comme un changement de rang. Si cela se passe dans une distribution donnée avec un nombre constant de places, forcément, le gain pour l'un, c'est donc une mobilité ascendante pour une personne, signifie nécessairement une perte pour l'autre, soit une mobilité descendante. En fait, la mobilité en France a su être ascendante car le secteur privé a pu créer des postes de cadres en réponse à l'afflux de diplômés. Revenons à cette mobilité relative. Est-ce que mon rang dans ma génération dépend de celui de mes parents? C'est le cas, mais en France, beaucoup moins de nos jours qu'il y a 30 ans, grâce notamment à la démocratisation scolaire qui a formé des diplômés de toute origine sociale. Le problème, c'est la dégradation des conditions pour les non-diplômés, de plus en plus enfermés dans une spirale CDD-chômage. Or, les mois que nous venons de traverser a montré l'importance des caissières, des brancardiers, des livreurs, des cueilleurs. Comment en tenir compte? Donc, la mobilité sociale est mal en point, surtout pour les non-diplômés. Comment limiter la casse et préserver la mobilité absolue? Comment préserver la mobilité relative, agrandir la maison
avoir plus de place dans cette maison et la rendre plus accueillante pour tous? Ce sont les questions dont je vous invite à débattre aujourd'hui. Merci Akiko. Hervé Lebras, je vais justement commencer par vous sur votre réaction puisque vous êtes démographe, historien. Dans ce que dit Akiko, est-ce qu'on peut dire que globalement l'ascenseur social est en panne en France? En panne est un mot trop fort et Akiko l'a bien montré. Je dirais plutôt qu'il est fortement ralenti. Et quand dans les quelques enquêtes, c'est des enquêtes difficiles, quand on compare la situation des personnes, par exemple, de 30 ans à la situation de leurs parents quand ils avaient 30 ans, on voit que l'ascension sociale continue, mais elle continue dans des segments assez étroits. Par exemple, il y a deux segments. Il y a un segment du bas, donc vous aviez un père qui était un travailleur non qualifié, un manœuvre, donc vous devenez un ouvrier qualifié ou un contremaître. Et puis, mais vous avez très peu de probabilité maintenant de monter plus haut. Et puis, si vous êtes un enfant de cadre moyen, vous allez monter d'un cran, vous pourrez devenir cadre supérieur. Mais, comme l'a dit d'ailleurs Akiko, les redescentes sont elles aussi limitées. Autrement dit, les personnes qui sont tout en haut de l'échelle redescendent parfois un peu, mais ne retombent pas tout en bas. Donc on assiste à la création, au fond, de deux blocs et qui justifient parfois certains discours politiques populistes. Alors pourquoi on est un temps arrivé là? Je vais peut-être juste dire un mot, mais plus de statisticien, en vous donnant 4 chiffres. Quand on était au recensement de 1968, on avait 6% de la population active qui était rangée dans la catégorie cadre supérieur et profession libérale. Et on avait aussi 6% des personnes qui avaient poursuivi actifs, qui avaient poursuivi des études après le bac. Donc 6 et 6, c'est pas forcément les mêmes, mais ça laisse à ceux qui sont dans les 6% avec des diplômes, la possibilité, comme perspective, d'accéder à la classe supérieure. Maintenant, les mêmes chiffres sont 16% des personnes sont comptées comme classe supérieure et profession libérale. Donc on se dit, il y a un progrès, 6 à 16. Mais 36% ont un diplôme qui est plus élevé que le bac. Et donc là, cette fois-ci, 16 et 36, ça ne marche plus. Il y a un décalage. Et du coup, le diplôme n'est plus la clé pour accéder à la mobilité sociale. Il faut bien, à diplôme égal, c'est d'autres choses qui vont jouer. Et bien sûr, ces autres choses, c'est le milieu social, c'est les relations. Et donc, ça engendre, je pense, un très grand mécontentement. Vous avez parlé des gilets jaunes. Une partie de ce mécontentement, il y avait une raison qui était, disons, plus profonde, qui était des questions liées à l'automobile. Mais une partie aussi de leur mauvaise humeur, pour être doux, c'était justement ce blocage social. Et il était par exemple remarquable qu'une partie de ces gilets jaunes, quand ils s'exprimaient, parmi d'ailleurs leurs dirigeants, avaient une éducation assez élevée. Ils avaient un bac ou bien ils avaient 2 années ou 3 années après le bac. Donc on est là face à un problème qui est assez compliqué, qui est lié à l'image au fond qu'a le diplôme dans la société française, qui est le problème de la méritocratie. C'est la promesse de la République, c'est vous faites des études et vous montez dans la société. Cette promesse n'est plus tenue, donc je pense qu'on va en parler par la suite pour les moyens de corriger cette situation, mais voyez qu'il y a des déterminants à la base qui sont lourds. Merci beaucoup. Bernard Guégnier, vous présidez Move Up et Télémac, ce sont des associations spécialisées dans la réinsertion dans les quartiers difficiles. Comment pouvez-vous réagir à ce qu'a dit justement Hervé Lebras, cette dichotomie entre un accès au diplôme finalement plus large et qui ne donne pas effectivement la carrière espérée derrière? Moi je dirais, au-delà de vision quantitative et analytique très puissante que vous menez, je pense que le sujet que nous avons, c'est la perception en réalité. La perception, c'est la réalité. Et donc les Français ont une perception, moi je le vois sur le terrain, notamment dans les quartiers ou ailleurs, et même dans l'ouest de Paris, les parents sont angoissés par le déclassement. Même à l'ouest de Paris, alors qu'ils sont eux-mêmes, c'est pour ça qu'on privilégie plutôt l'éducation privée que l'éducation nationale pour justement soutenir l'action, soutenir nos enfants. Et donc pour moi, l'ascenseur est bloqué par la perception qu'on en a aussi. Et donc quand on est plus angoissé qu'avant.
Ah oui, très certainement. Je pense que la société française a un problème de confiance en elle. Elle a un problème de confiance dans ses mécanismes. Et il est temps d'agir. Pour moi, on n'est plus dans le temps de constat, on est dans le temps de l'action. C'est bien le titre de ces rencontres. Et l'action nécessite des des approches complètement différentes. Lorsqu'on compare au sein de l'OCDE, on voit bien qu'on est quand même très, très en décalage. Vous l'avez cité tout à l'heure. Donc, il est temps d'agir, de changer de méthode. Et je pense que le point principal de l'action, c'est changer d'abord notre regard de perspective et aussi probablement de regarder les choses autrement dans le contexte d'une rentrée qui va être extrêmement difficile, à la fois En économiquement, septembre, en oui. septembre, et socialement. Et moi, je dirais que j'invite les entreprises dont moi je suis un accompagnant en quelque sorte en tant que cabinet d'audit et de conseil avec nos associés et nos équipes, c'est leur dire continuez à faire l'effort, continuez à vous engager parce que vous êtes aussi un acteur de cette confiance, vous êtes un acteur dans la société et, euh, et donc il faut que tous les acteurs ensemble agissent et se coalisent. Pour moi, je crois absolument à la coalition. Je ne crois pas du tout à l'homme providentiel. Je ne crois pas à une solution qui vienne d'en haut. Je pense qu'Éric Lombard le sait bien. Dans les territoires, on voit combien l'absence de vision collective ou les visions collectives insuffisantes conduisent à l'échec. Et moi, je le vois dans les quartiers Il lorsque faut jouer sur cette perception, c'est ce que vous dites quand il vous faut parlez de jouer, il perception. faut faire Le changer diplôme ne la suffit vue, il faut plus. faire changer l'action pour convaincre les Français que c'est possible. Et effectivement, le diplôme ne suffit plus, ce qui veut dire que le déterminisme social, qui est la cause principale des problèmes de mobilité en France, doit être attaqué à la racine, ce qui veut dire agir sur, il faut que tout le monde s'y mette, parce que celui qui habite à Mantes-la-Jolie, à Bondy ou ailleurs, ne serait-ce que le fait qu'il ait sur son CV une adresse à Bondy, suffit à l'éliminer. J'ai des jeunes qu'on essaye d'aider dans le cadre de WoomUp ou même de Télémac. Il suffit qu'ils habitent à Bondy, à Trappes ou ailleurs. Je Mais m'occupe pourquoi l'origine en fait de ce rejet parce que vient le d'où? regard est différent et l'entreprise, par exemple, aussi, ne veut pas prendre de risques aussi. Donc, il faut que l'entreprise aille plus loin, s'engage et fasse l'effort. Donc, c'est ça qui compte pour moi et cette coalition des acteurs, qu'ils soient politiques, structurels comme la Caisse, dans les actions qu'elle mène, dans ses investissements, que ce soit les associations, se mettent ensemble pour définir une vision commune sur un problème donné et qu'elles le fassent ensemble. C'est ce que j'essaye de faire avec MoveUp, par exemple, en tant que président de cette association sur laquelle PwC a énormément investi. Fabien Roussel, vous voulez peut-être réagir à ce à ce qui vient d'être dit. L'ascenseur social est-il en panne en France pour vous? Il est plus campagne, il est à l'arrêt. Je vais peut-être détonner dans vos propos et avoir peut-être une lecture encore marxiste de l'économie dans laquelle nous vivons, parce qu'on parle de classe sociale et je vais parler un petit peu de lutte de classe, vu qu'on parle de classe sociale. Pour nous, la mobilité sociale, c'est la possibilité pour des salariés de pouvoir évoluer tout au long de leur vie en ayant accès à des formations ou en se formant et de pouvoir donc avoir droit à cette évolution. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce fut le cas avant, il y a 30, 40 ans, quand il y avait des grandes entreprises, quand il y avait des CDI, des contrats durée indéterminée pour tous, et qu'ils étaient généralisés avec l'autorisation administrative de licenciement, donc on ne licenciait pas comme c'est le cas aujourd'hui. Il y avait de la croissance. C'est les 30 glorieuses. Oui, et il y avait de la croissance et du travail pour tous. Et donc, l'ascenseur social était un moyen pour les entreprises de conserver les salariés dans l'entreprise. C'était aussi un moyen, je pense, dans les mines. Je suis dans le bassin minier, un député du bassin minier, je connais parfaitement cette histoire, ou dans l'industrie automobile, qui est aussi chez moi, Toyota, Renault, Peugeot. C'est un moyen aussi, l'ascenseur social, la mobilité sociale, de prendre un salarié parmi un groupe et de lui donner des responsabilités, d'en faire le chef qui surveille les autres et aussi un petit peu de diviser la classe des ouvriers, la classe des mineurs. Ce fut ça. Ce n'est plus ça. Aujourd'hui, la classe ouvrière, celle qui travaille, celle qui n'a que sa force physique et sa force intellectuelle à vendre, aujourd'hui, cette classe ouvrière est émiettée, elle est abîmée, elle est divisée,
et les grandes entreprises ont disparu, les CDI ont quasiment disparu. Je pourrais vous parler des CDI, ce sont les contrats de chantier, les CDI intérimaires. On n'a jamais vu ça, mais aujourd'hui ça existe. Je pourrais vous parler des entreprises sous-traitantes qui travaillent dans les grandes entreprises. J'étais à Airbus il y a 2 jours et j'ai rencontré les salariés de Richebourg qui sont sous-traitants d'Airbus et qui travaillent sur les chaînes de montage d'Airbus, mais avec un statut de sous-traitant et qui coûtent 25% moins cher qu'un salarié sous statut d'Airbus. Et donc l'organisation du travail a tellement été bouleversée ces 15 dernières années sous la pression de la finance, des banques, du capital, toujours avide de beaucoup plus de profits et de dividendes. Le monde du travail a tellement été désorganisé qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin de cette mobilité sociale. Aujourd'hui, il y a une telle armée de chômeurs, comme disait Marx, pour faire pression sur le monde du travail. Il y a un tel chômage dans notre pays qu'aujourd'hui, eh bien, on peut puiser dedans et mettre les salariés en fonction de leur diplôme là où on veut, pour en faire ce que l'on veut et à des salaires les plus bas possibles, y compris quand on est super diplômé. Et donc, c'est la raison pour laquelle je pense qu'aujourd'hui, l'ascenseur social est en panne, à l'arrêt. Merci Fabien Roussel. Éric Lombard, vous voulez peut-être réagir à ce qu'a dit Fabien Roussel, très clairement une précarisation de l'emploi, un chômage de masse. On a effectivement changé d'époque de ce point de vue-là, ça ne facilite pas les choses. Alors, réagir, je ne sais pas compléter, parce que fondamentalement, ce que dit Fabien Roussel, c'est qu'on a une montée des inégalités. Et ça, c'est un fait avéré. Et cette montée des inégalités, il est le produit de notre système économique et politique. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est une évidence. Alors, je ne le dis pas avec les mêmes mots, mais je pense qu'on parle des mêmes réalités. Alors, dans ce cadre, je voudrais rappeler que un des rôles de la Caisse des dépôts, c'est précisément de favoriser la mobilité sociale, de lutter contre les inégalités. Et moi, j'ai envie de vous parler dans cette table ronde d'abord des questions de territoire. Et d'ailleurs, de ce côté-là, je suis aussi en complément avec ce que vient de dire Fabien Roussel. Il faut absolument aller contre cette situation aujourd'hui objective, qui est que selon l'endroit où l'on est, du verbe naître, les chances ne sont pas les mêmes. Il y a des personnes qui naissent au mauvais endroit, des personnes qui naissent au bon endroit. Et ça n'est pas acceptable dans notre République. Et donc, je pense qu'il y a 2 types de politiques qui permettent de répondre à ça. D'abord, des politiques qui veillent à l'égalité ou au rétablissement de l'égalité entre les territoires. Et ce que nous faisons avec le gouvernement depuis quelques années, ce sont des politiques qui sont ciblées vers des typologies de territoires. Alors, il y a des territoires qui sont suivis au plan national depuis longtemps, qui sont les quartiers, et avec des résultats, pas partout, pas toujours. Ça leur donne vraiment du travail à ces jeunes. En fait, quand un quartier est rénové, quand les logements sont rénovés, quand on fait revenir la formation et l'emploi, eh bien, on peut habiter dans ces quartiers et l'image, du coup, en est modifiée et ça peut simplifier les choses. Mais ce qui se passe dans les quartiers se passe aussi dans les villes. Il y a une initiative qu'on appelle Action Cœur de Ville, que nous soutenons très activement. Les villes moyennes, les villes de 10 à 100 000 habitants, 25% des Français vivent dans ces villes. Et il y a une grande inégalité de situation. Il y a Douai, dans le bassin minier, qui investit, qui se développe, qui fait venir des entreprises, et où il y a un avenir économique donné aux habitants. Puis il y a des villes que je ne citerai pas, dans le bassin minier ou ailleurs, où il n'y a pas ces situations-là. Et le rôle de la puissance publique est de veiller à ce que cette égalité se fasse. Et ces politiques fonctionnent. Politiques volontaristes, donc. Ce sont des politiques volontaristes, mais le rôle de la politique est d'être volontariste et de ne pas accepter le monde tel qu'il est, sinon on fait autre chose, des incitations. à mon avis, avec de l'investissement, avec des incitations. Et ces politiques fonctionnent à tel point qu'on va lancer dans les semaines qui viennent une politique qui s'appelle Petite Ville de demain, qui va couvrir 1 millier de bourgs dans les zones rurales, de façon à ce que cet équilibrage territorial se fasse. Alors, ces politiques territoriales, elles doivent être complétées par des politiques plus techniques. La première d'entre elles, pour moi, c'est le haut débit. Il faut absolument, et on l'a bien vu pendant le confinement, les zones où il n'y avait pas Internet, mais franchement, les gens ne peuvent pas travailler à distance, ne peuvent pas se former. Une fracture. Et donc, la fracture numérique, il faut la résoudre. On est en train de le faire à vitesse accélérée. Il y a 15 jours, j'étais dans le Haut-Doubs, dans une collectivité de 33 habitants, où on a mis le très haut débit. Et on est en train de rattraper le retard. Il y a le très haut débit, il y a les politiques de formation.
On est associé à un certain nombre d'associations, mais je laisserai parler mon Évidemment. voisin sur Mosaic, mais par exemple Simplon, qui forme les personnes non diplômées. Il faut absolument que ces personnes non diplômées soient réinsérées dans l'emploi. Donc il y a toute une série de politiques plus sectorielles. Et puis je dirais, pour pas être trop long, il faut aussi une politique de réimplantation de l'industrie dans les territoires, parce que c'est autour de l'industrie qu'on peut recréer l'ascenseur social, créer de l'emploi de longue durée, des vrais CDI, de la formation, de la mobilité sociale. Et réintroduire de l'industrie alors que l'industrie quitte la France depuis plusieurs années. L'industrie quitte la France depuis 20 ans parce qu'on ne s'en est pas occupé. Et il faut faire revenir l'industrie. Et l'année dernière, pour la première fois depuis 20 ans, il y a eu plus d'usines qui ont ouvert que d'usines qui ont fermé. Et ça, c'est aussi du volontarisme. J'étais il y a quelques jours à Vénarel-et-Lôme, dans la Côte d'Or, où une usine Vallourec voit sa taille tripler. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une alliance entre les collectivités territoriales, la commune, le département, la région, la Caisse des dépôts qui a acheté le terrain pour faciliter l'augmentation de taille de cette usine, qui sinon partait hors de France. Donc ces actions très locales que vous décrivez. Parce que l'égalité des chances, encore une fois, c'est l'égalité des territoires. Les métropoles sont déjà bien pourvues, il faut naturellement les soutenir. Mais notre rôle, en tout cas, c'est de soutenir ces territoires qui sont plus en difficulté. Saïd Amouche, vous avez créé Mosaic RH, une association qui est devenue une entreprise et qui devient une fondation, d'après ce que vous m'avez expliqué. Pourquoi, selon vous, peut-être que vous voulez réagir justement à ce que vient de dire Éric Lombard, pourquoi un quart de diplômés ne sont-ils pas reçus en entretien quand ils n'ont pas le bon nom ou la bonne adresse à compétences égales ? Ça paraît fou aujourd'hui. Parce que les Français, nous sommes tous en fait bourrés de préjugés, et ces préjugés en fait produisent mécaniquement des stéréotypes qui eux-mêmes produisent in fine en fait des discriminations à l'emploi. Et à partir du moment où on est face à des profils, à partir du moment où on examine des CV qui ne correspondent pas à notre norme, eh bien, on est dans un effet un peu perturbateur. Et si on n'est pas conscient, en fait, de nos propres biais et de la capacité à réinventer, en fait, un changement et la capacité à créer de la valeur en prenant un raisonnement de côté, eh bien, mécaniquement, on se réfugie dans nos réflexes et ça constitue finalement du clonage d'organisation à long terme. Comment lutter contre ces préjugés si préjugés il y a véritablement, c'est ce que vous dites en fait. La première étape pour nous, c'est de favoriser la prise de conscience, de sortir du déni. Et je remercie en fait les chercheurs qui œuvrent en la matière. On voit le travail formidable que vient de faire Défenseur des droits pour encore une fois documenter ces situations. Oui, les discriminations existent. Oui, c'est pas un mythe. Oui, c'est pas du fantasme. Et d'ailleurs, il faut se rendre compte que ces discriminations, ces inégalités, eh bien, constituent en fait du repli sur soi. La provocation du repli sur soi, c'est aussi ce qui alimente à terme finalement la victimisation, le communautarisme et à l'extrême probablement la radicalisation. Et il faut se rendre compte que c'est une conséquence de la société. Et tout ça, ça génère des coûts, des dysfonctionnements profonds qui font en fait paniquer un peu tout le monde. Si on était capable de réinvestir dans des politiques très actives en anticipation, en prévention, eh bien on serait peut-être capable d'abord de redonner de l'espoir à un certain nombre de jeunes en articulant la notion en fait de restaurer le principe d'égalité des chances, le principe d'égalité tout simplement. Et mais derrière, vous, on pourrait concrètement, qu'est-ce que vous faites sur le terrain ? Parce qu'on n'a plus beaucoup de temps dans ce que vous dites. Qu'est-ce que vous faites qui change, qui puisse justement améliorer cette mobilité sociale ? Nous, humblement, on a considéré qu'il fallait investir dans l'innovation sociale, sur l'aspect des luttes contre les discriminations. Donc, on a inventé un nouveau type de cabinet de recrutement non-profit. On a inventé ensuite, dans une logique d'automatisation, une plateforme de recrutement accessible gratuitement pour les candidats, gratuitement pour toutes les entreprises de France qui avaient besoin de recruter, qui s'appelle diversifiervostalents.com. On a joué la carte finalement de l'empowerment des candidats parce qu'il fallait aussi les préparer, leur donner des conseils. Donc vous les coachez voilà, c'est la notion de coaching, absolument. Et puis on a fertilisé ce savoir-faire un peu partout en France en irriguant un réseau en fait d'agences spécialisées. Et aujourd'hui, après avoir fait la valorisation de ces bonnes pratiques à travers des initiatives telles que le top 10 des recruteurs de la diversité
au ministère des Finances, on a décidé de créer des coalitions avec des chefs d'entreprise, avec des politiques publiques, des acteurs publics, et on crée en fait une fondation actionnaire d'une entreprise à mission, parce que ça se joue en fait dans l'hybridité, la capacité à produire du service de qualité pour recruter, pour former, pour conseiller, et puis la capacité aussi demain à faire du plaidoyer, investir dans l'innovation, parce que ça c'est fondamental pour pouvoir recréer en fait une France qui se dote d'un nouveau souffle. En tout cas, l'action locale, si je comprends bien, est devenue clé aujourd'hui. On n'est plus seulement dans une action au niveau national. Hervé Lebras. Alors, il nous reste un quart d'heure, je vous dis, sur Très rapidement. Donc, en plus, j'ai des questions, j'ai beaucoup de questions, qu'il va falloir. Mais allez-y. Très rapidement, je voudrais nuancer peut-être ce que vient de dire Éric Lombard sur les inégalités. Quand on regarde la mesure des inégalités en France, ça s'appelle l'indice de Gini, ça a beaucoup diminué jusque vers 2000, et depuis 2000, c'est incertain, ça augmente un petit peu, mais c'est d'ailleurs en plus de ça un niveau moindre que dans la plupart des pays voisins. Donc c'est plutôt le sentiment d'inégalité. Et il y a une remarque dans Tocqueville qui est tout à fait intéressante. Il dit, il est étonné en se promenant en Amérique, il s'aperçoit que c'est dans les endroits les plus égalitaires qu'il y a le plus grand sentiment d'inégalité. Et donc il faut tenir compte de cela. Et ça vient d'où ce sentiment d'inégalité? C'est-à-dire le sentiment que les autres, le voisin est plus riche que vous, que c'est ce que Akiko a appelé l'ascension sociale relative. C'est-à-dire on a le sentiment que alors qu'on devrait accéder à un emploi ou à une situation à laquelle on pense avoir le droit, notamment ce que j'ai dit à propos du diplôme, on n'y parvient pas. Et dans les pays très inégalitaires, simplement, on sait qu'on n'y parviendra pas. La question est en quelque sorte tristement réglée. Donc il faut bien voir que il faut pas assimiler sentiment d'inégalité et réalité des inégalités. Un second point juste rapide, de penser le territoire, c'est pas penser, je pense uniquement telle ville, telle taille de ville. C'est aussi, il se trouve qu'en France, c'est penser régionalement, c'est-à-dire il y a largement en France des régions qui vont mal et des régions qui vont bien. Si vous prenez l'ancien Languedoc-Roussillon, le taux de chômage des jeunes est près du triple du taux de chômage de la Vendée, de la Mayenne. Et donc, il y a quelque chose qui est plus large que simplement le fait que ça soit une petite ville, une grande ville, une métropole. Donc ça doit se jouer au niveau des régions ? Les régions, il y a un travail à faire au niveau des régions, et je pense que d'ailleurs ça sera un des rôles des réformes régionales qui sont envisagées. Il faut arriver à faire ce que les Allemands ont fait assez bien et même très bien souvent dans les Länder. Bernard Gagné, vous vouliez réagir rapidement ? Moi, je voulais juste réagir sur l'action et le concret. Le regard, changer le regard est fondamental, et changer le regard par l'action collective. Donc, pour moi, chez PWC, moi, je passe mon temps à forcer mes associés, mes équipes à penser autrement. On a des formations sur les biens inconscients, ça c'est un premier point. Et ça marche, on recrute dans la diversité, donc Mosaïque nous aide à recruter des gens qui viennent des quartiers, ce qui est très difficile. Ça c'est le premier point. Donc moi, lorsque je suis président de MoveUp ou de Télémac, la question d'embarquer les entreprises et de pousser ses collaborateurs et ses dirigeants aussi à changer leur regard et à s'engager pour aller proposer par exemple des jobs à ces jeunes des quartiers, et MoveUp s'engage à aller les chercher alors que la mission locale pour l'emploi ne les trouve pas, je vous le dis, alors que ces jeunes envoient des CV à 150 entreprises. La réponse pour un jeune là récemment, c'est 4 réponses, toutes négatives. Mission locale pour l'emploi, on leur a demandé de trouver 30 jeunes, Bac+3 pour aller travailler chez BNPP, Crédit Mutuel ou autre. 0. Donc c'est la structure qui fonctionne pas, là. Le système fonctionne pas parce qu'il est en silo et il ne regarde pas le problème collectivement et en coalition. C'est ça qu'il faut changer. Fabien Roussel, alors j'ai des questions justement, il y en a peut-être une à laquelle vous pourriez répondre, même si vous pouvez aussi réagir à ce que vous venez d'entendre. Faut-il mettre fin au principe absolu de l'égalité républicaine pour reconnaître les différences entre les individus discriminés, marginalisés, et pouvoir mener des programmes de discrimination positifs efficaces? Ça, c'est une des questions de ceux qui nous regardent. Je pense pas, a priori. Je pense que le problème est plus profond que celui-là. Il existe la discrimination en fonction de ses origines, elle existe. Mais vous voyez, je reviens dans ma région, le Nord, et avec cette usine Peugeot,
qui a des sites industriels dans l'ensemble de l'Union européenne et qui met les salariés en concurrence. Il a fait venir ces dernières semaines des salariés venant de Pologne et d'Espagne pour travailler sur les usines françaises et notamment celles qui se situent dans le Valenciennois. Et nous avons tous dénoncé cela avec les syndicats, non pas parce que ce sont des Polonais et des Espagnols qui viennent travailler chez nous, mais parce que nous n'acceptons pas cette mobilité, alors cette fois-ci géographique, mais cette mobilité qui fait que les salariés demain, qu'ils soient français, polonais, espagnols, roumains, soient amenés à travailler à 1000 km de chez eux parce qu'une usine a une baisse de charge et il faut aller travailler là-bas. Et les salariés ne sont pas aujourd'hui de nouveaux esclaves qui devraient donc interrompre leur vie de famille et être déplacés comme des pions. C'est donc là pas une question d'origine sociale, c'est une question qu'il y a des grands groupes, des multinationales qui aujourd'hui utilisent le salarié comme une variable d'ajustement de ses profits au nom de la compétitivité, au nom de la rémunération des actionnaires. Alors que nous préférons nous parler de conditions de vie, de travail et de salaire pour les salariés en fonction du travail qu'ils donnent. Et donc, il faut réussir à mettre la main sur la finance, sur le capital et donner plus de pouvoir aux salariés dans les entreprises afin qu'eux-mêmes puissent agir sur la promotion, la mobilité, la formation et faire en sorte qu'il y ait plus de justice, de droit pour les salariés dans les entreprises. Donc, c'est plus profond que la question des cités, de banlieues que je connais aussi. C'est beaucoup plus profond que ça. Les mêmes droits pour tous, quelle que soit son origine sociale, quelle que soit son origine de pays. Les mêmes ça, c'est très républicain. Hein. Comment ? C'est très républicain. C'est très républicain, oui. C'est remettre la République. Par rapport à la question justement qui était l'égalité républicaine. Oui, mais remettre la République dans les entreprises, c'est faire vivre les valeurs d'égalité pour tous les citoyens d'où qu'ils viennent, et c'est faire en sorte que l'État joue tout son rôle. C'est pour ça que je ne partage pas la vision qu'il faudrait donner plus de pouvoir aux régions pour jouer pour pouvoir influer sur cela, parce que nous ne sommes pas en Allemagne. La France est une république, et ce n'est pas des Länder qui doivent aujourd'hui diriger l'économie de notre pays. C'est la France qui doit mettre des règles, faire adopter des lois qui fassent en sorte que chaque salarié ait les mêmes droits et que ces droits soient garantis. Or, aujourd'hui, les salariés ont de moins en moins de droits garantis. Je vous parlais de la fin des contrats à durée indéterminée, de la précarité du travail qui augmente. Et c'est au nom de cela qu'il n'y a plus de mobilité sociale, qu'il y a une pression toujours plus forte sur les ouvriers, les techniciens, les ingénieurs, les cadres. Comme ça. Donc il faut changer les lois, Fabien Roussel, c'est ce que vous dites. Mais bien sûr, c'est le politique qui doit reprendre le pouvoir, mais la politique nationale qui doit reprendre le pouvoir dans ce pays pour donner plus de droits à chacun de ses citoyens et permettre que chacun, par le travail, puisse accéder à une vie digne, à pouvoir élever ses enfants, à vivre normalement en famille. Et donc ça, c'est la République qui devrait permettre cela. Or, aujourd'hui, la République n'existe plus. Les multinationales ont pris le pouvoir, on le voit avec Peugeot, avec l'exemple que je vous ai cité, on le voit avec Airbus, on le voit avec Sanofi, où le président de la République vient accorder 200 millions d'euros à l'industrie pharmaceutique, et une semaine après, il y a 1000 emplois supprimés, dont des ingénieurs, dont des chercheurs, alors que nous savons que c'est le cœur de cette industrie. Et donc, oui, notre industrie va mal, et la République doit reprendre ses droits. Bernard Gagné, je veux juste rebondir. Si on peut être d'accord sur l'objectif républicain, je pense qu'on partage tous ici autour de la table cet objectif. Donc pas de discrimination positive, c'est ce que ça veut dire pour répondre à la question posée. Oui, mais le point c'est que je voudrais rétablir quelques faits. Et PSA n'a pas transféré des ouvriers polonais venant d'Onchezu. C'est des employés et des collaborateurs de PSA qui venaient de Pologne pour se former notamment, qui n'étaient pas forcément d'ailleurs dans l'usine. Donc là, je voulais juste rétablir quelques faits. C'est tout ce que je voulais dire. C'est vrai, et vous avez raison, mais c'est au nom d'un accord de compétitivité rédigé par la direction de PSA en 2016 et signé par quelques syndicats. Au nom de cet accord de compétitivité, les salariés ont aujourd'hui une mobilité sociale imposée, c'est-à-dire qu'ils doivent pouvoir aller travailler dans des entreprises hors de On vous a entendu, Fabien Roussel. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, donc je voudrais faire réagir.
Donc Bernard Gagné, vous dites, vous, c'était un accord qu'ils avaient en fait avec ces ouvriers-là pour les former. Les collaborateurs de PSA qui se forment en France, c'est tout. Ils se forment en France. Éric Lombard, peut-être une réaction après ce qu'a dit Fabien Roussel, justement, cette idée républicaine, il faut changer les lois, on est dans un État centralisé, c'est à l'État d'agir et non pas aux régions forcément. Alors, de réaction, mais ça, c'est des options politiques qui sont très fortes. Moi, je suis un fervent partisan de la décentralisation. D'ailleurs, ça rejoint une question d'un auditeur, faudrait-il passer par la décentralisation pour améliorer la mobilité sociale? Donc, c'est une question que tout le monde se pose. Mais oui, parce que, évidemment qu'il y a la République, il y a les lois de la République, et ça, de ce côté-là, la tradition française ne va pas changer, et c'est d'ailleurs très important, et c'est ce qui fait de nous une nation particulière. Mais dans la quotidienneté de l'action, on a bien vu pendant cette crise sanitaire que les régions ont eu un rôle extrêmement précieux parce qu'elles sont plus près du terrain, et on a pu, nous, la Caisse des dépôts, constituer très rapidement des fonds d'intervention dans les différentes régions, y compris naturellement dans les Hauts-de-France, de façon à soutenir le tissu des PME, le tissu associatif, l'économie sociale et solidaire, de façon beaucoup plus rapide que ce qui aurait été fait avec l'État, qui a son rôle, mais enfin qui est plus pesant, qui est national et qui est moins agile. Et donc, les régions ont un rôle important. Je partage l'avis d'Hervé Lebras, les différences entre les régions ne m'échappent pas, mais après, elles se traitent à l'échelon des régions, mais aussi à un échelon plus local. Et puis, dernière remarque, si vous me permettez, on est en France féru d'égalité formelle, et c'est quelque chose qui est très important pour nous. Mais très souvent, les égalités formelles masquent des inégalités réelles. Et c'est bien le sujet des recrutements. Juridiquement, les règles de recrutement sont les mêmes pour tout le monde. Or, on voit bien que les personnes qui viennent des quartiers ont plus de mal à être recrutées, ce qui ne correspond pas à l'état du droit. Et donc, on doit corriger cet état du droit. Et ce qu'on constate d'ailleurs, c'est que très souvent, les grands groupes... Donc, ce n'est pas une question de loi, mais c'est une question d'application de la loi. C'est une question d'application de la loi. Et moi, je suis contre les discriminations positives parce que ce n'est pas la tradition de la République. En revanche, il faut avoir une action volontariste. Nous avons, nous aussi, un accord avec Mosaïque RH, parce que si on veut qu'il y ait une vraie égalité des chances, il faut qu'on s'y mette. Donc ça ne demande pas de changer l'état du droit, mais ça demande de changer les modalités d'action des grands acteurs. Saïd Amouche. Alors, ce qui est extrêmement frustrant, c'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on arrive à un point où les solutions existent, le constat est dressé, et on a du mal à faire émerger un nouveau modèle. On a besoin de faire émerger un nouveau modèle démocratique, économique. Alors, ça passe par la loi, évidemment. Et si la loi était beaucoup plus active sur la question en fait d'objectifs de recrutement, qu'on pourrait s'installer dans toutes les entreprises qui ont des besoins en recrutement, ça serait intéressant. Si on était capable de recruter des juniors, mais aussi sur des fonctions en fait d'encadrement, sur des fonctions en fait stratégiques de l'entreprise, eh bien ça, ce sont des éléments qui peuvent permettre de faire redécoller un nouveau modèle. Si on continue à faire des petites actions, chacun de notre côté, avec chacun sa conviction profonde et sincère, et qu'on n'est pas capable de capitaliser sur un modèle puissant, fort, avec une direction très claire, c'est de rétablir l'égalité, eh bien on n'y arrivera pas. Oui, mais dans les lois liées, le principe d'égalité. Le principe d'égalité existe. Vous pouvez même aller au tribunal. Sauf qu'on constate qu'aujourd'hui, ça n'existe pas et qu'on a besoin en fait de réinvestir sur des nouvelles méthodes, sur des nouvelles logiques. Peut-être faire émerger un nouvel opérateur qui puisse garantir en fait cette démarche tout le long de l'année, d'une manière transversale, quel que soit le secteur, public, privé, start-up ou entreprise d'État, peu importe. On a besoin, je pense qu'aujourd'hui, qu'il faut réinvestir sur à la fois sur la vision politique et sur la mise en œuvre et de la conduite en fait d'opérations pragmatiques. Bernard Gagné, c'est un point, c'est que je pense qu'il faut qu'on change de gouvernance sur beaucoup de choses dans le contexte de cette crise d'ailleurs et dans le post-crise, c'est-à-dire, et nous on y réfléchit, c'est la distribution des rôles et responsabilités de l'État, de la région, des acteurs de proximité, en ayant une vision de ces coalitions de proximité et un rôle de l'État et de l'Europe d'aller en termes d'investissement, c'est très important, et de régulation. Tout ça doit être revu et refondu. Et aujourd'hui, on a un système qui est daté, disons-le. Il est daté et il manque de sens. Il manque de sens, pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il y a une superposition aujourd'hui tout de même, parce qu'on en a ajouté des échelons, des zones urbaines? Il faut à la fois simplifier, donner du sens et clarifier les rôles et responsabilités en recherchant à la fois proximité et orientation stratégique. Hervé Lebras. Je voudrais juste donner un exemple de problème posé par l'égalité formelle. On a parlé du Covid-19. Si vous comparez les deux départements extrêmes, l'Ariège et puis le territoire de Belfort, où il y a eu
plus forte proportion de décès par habitant. Le rapport, il y a eu 80 fois plus de décès par habitant dans le territoire de Belfort qu'en Ariège. Donc, vous pouvez pas dire qu'on va appliquer la même loi. Vous avez absolument à moduler aussi. Et pourtant, le confinement a été le même pour tous à un moment donné. Le confinement, oui, il a été utile en sens qu'il a été utile, en sens qu'il a évité justement qu'il y ait de la circulation entre l'Ariège et le territoire de Belfort. C'était ça. Et c'est de ça que sont en train de souffrir les États-Unis parce qu'ils n'arrivent pas à régler la circulation entre États. Donc c'était là que le confinement était important. Mais à la limite, à partir du moment où on ne pouvait plus circuler entre départements et même entre communes, à ce moment-là, il n'était pas nécessaire de confiner dans l'Ariège. Il n'y avait pas de foyers initiaux. Fabien Roussel, peut-être encore un mot, mais on n'a plus le temps, donc un mot de conclusion rapide. Eh bien, écoutez, il n'y a pas d'autre solution pour nous que de changer profondément ce système économique. Les énormes richesses dépenses publiques notamment, qui sont mises aujourd'hui au service du monde économique pour sortir de la crise, eh bien, ces immenses richesses, ces 460 milliards d'euros de dépenses publiques doivent être mis au service du maintien des emplois et des salaires pour tous. Il faut préserver les emplois, préserver la nature, le climat. Il n'y a pas d'autre issue que celle-là. Si on ne fait pas cela, eh bien nous aurons toujours les mêmes dérives, la même précarité du travail et la même concurrence entre les travailleurs et les salariés qui fait qu'aujourd'hui, l'ascenseur social est en panne. Merci. Les défis sont grands. En tout cas, on est tous d'accord autour de cette table. Merci beaucoup Hervé Lebras, Bernard Guénier, Fabien Roussel, Éric Lombard, Saïd Hamouche. Merci Akiko Soua Azenman et merci d'avoir préparé cette session. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci. Merci.